Bonjour à tous. Vous m'accompagnez sur une petite route de nuit dans les Alpes. Je voulais verbaliser, méditer à haute voix un paradoxe que je pense ressentent de nombreux militants qui pensent œuvrer, en tout cas pour le bien commun, et à quel point c'est difficile. Et la raison première, c'est qu'on peut pas sincèrement militer ou travailler d'une façon ou d'une autre pour le bien commun sans avoir une forme de... Je ne sais pas si le mot est ne serait pas trop fort que de parler d'amour pour l'humanité, mais du moins une réelle affinité, une réelle affection pour l'être humain. Autrement, ça ne sert à rien de se bagarrer pour améliorer le sort de millions et de millions d'êtres humains. Ça n'a aucun sens. Si on se bat pour cela, quelque chose qui nous dépasse, en admettant que l'on y perd forcément un peu, en argent, en temps, en morale aussi, d'une certaine façon, parce que c'est pas simple de se battre pour une cause et de constater que les choses n'avancent pas comme on le souhaiterait. Si on le fait, il y a tout intérêt à ce que l'on ait réellement une affinité pour l'humanité, que l'on croit en elle, que l'on pense pouvoir l'aider à s'émanciper, à s'élever, et même considérer finalement que l'être humain est capable, dans ses fondements, d'une élévation spirituelle et intellectuelle. Parce que nous sommes câblés pour cela, parce que nous avons un gros cerveau, parce que nous sommes capables d'analyser, de comprendre et de percevoir l'injustice. Alors c'est vrai que pour percevoir l'injustice, le premier ressort, le plus fondamental, c'est tout simplement l'empathie qui découle de notre expérience de la douleur. Je parle de la douleur réelle, la douleur physique dans notre chair. Quand on voit des gens blessés, a fortiori à l'aune d'une guerre par exemple, on ne peut s'empêcher d'être en empathie avec ces gens, de considérer qu'il y a une injustice, parce que tout simplement on se représente la douleur. Et puis on peut extrapoler encore. Il y a les douleurs morales, les douleurs qui sont liées à des injustices que l'on a compris à travers le temps parce qu'on s'est édifié une culture morale, mais qui découle justement de sensations qui n'ont rien à voir avec notre chair, mais qui ont bien à voir avec des expériences vécues et qui n'affectent que notre état psychique, nos sentiments. Et donc à partir de là, vu que nous sommes capables d'empathie du fait de nos expériences passées à la fois psychiques et charnelles, eh bien on est censé se représenter la somme des douleurs populaires, qu'elles soient liées à l'extrême pauvreté, à la guerre évidemment, mais aussi au fait que quand on se moque de nous, que ce soit un titre individuel ou collectif, que des gens très puissants manœuvrent contre nous, on doit le percevoir. Et on doit pouvoir se dire que nos semblables le perçoivent. La réalité, elle est beaucoup plus subtile. Elle est moins radicale qu'on pourrait le penser. Alors on va éluder d'un côté un des ressorts de la psyché humaine qui est le plus triste, le plus navrant, qui
qui est le narcissisme et la superficialité, la volonté d'exister à travers comment dire, des artifices, se fondre dans la masse, dans la communauté, en ayant le sentiment que parce qu'on a la tenue vestimentaire dernier cri, on serait remarquable, alors qu'en réalité on est complètement ancré dans un phénomène de mode et qu'on est finalement tout à fait dans une forme d'uniformité par rapport à bien d'autres gens qui adoptent les mêmes us vestimentaires pour paraître. C'est un des ressorts de la jeunesse, mais généralement une bonne partie de cette jeunesse finit avec les années par s'émanciper de ces artifices et aller un peu plus en profondeur pour exister. C'est d'ailleurs une des raisons fondamentales qui fait que je préférerais qu'on ait l'uniforme à l'école, simplement pour pouvoir apprendre à se démarquer autrement que par les accoutrements, les apparats, et apprendre à se démarquer plutôt par ce que l'on est réellement, humainement, intellectuellement, spirituellement. Je laisse de côté cette incise. On a d'autres ressorts de l'humanité qui ne sont pas forcément là pour nous élever, pour nous dire finalement cette humanité est magnifique. Il y a tout simplement une forme de bêtise, mais qui est fondée sur la paresse intellectuelle. Je dirais même quelque part, elle est fondée en partie sur le désintérêt d'autrui, de la communauté, l'individualisme. Parce que cette paresse, elle naît de quelque chose. Si on n'a pas vraiment envie de s'informer, si on n'a pas envie de comprendre ce qui se passe, c'est peut-être qu'on est un peu trop centré sur soi et qu'on se dit oui, je perçois qu'il y a dans mon environnement politique, social, quelque chose qui est malsain, qui est pourri, mais je veux pas en savoir plus, je veux pas me fatiguer avec ça, je veux survivre avec les miettes que la société me laisse, faire ma petite famille, avoir ma belle auto, ma maison, mon chien, et je veux pas me préoccuper du reste. Ça m'intéresse pas, ça va me fatiguer, ça me demande beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie, et je m'en fous un peu de... J'ai pas l'intention de m'intéresser à tout ça, parce que de toute façon je me battrai pas pour la communauté, je me battrai que pour ma gueule. Et cette paresse-là, c'est pour ça que je pense qu'elle naît d'une certaine façon d'une forme d'individualisme. Et malheureusement, notre société, je serais tenté de dire depuis la fameuse révolution de 68, mais je ne serais pas étonné que finalement ce soit un ressort beaucoup plus ancien qui n'a été qu'exacerbé, une grande part de notre société est fondée de ça. Beaucoup d'êtres humains sont paresseux et individualistes, se fichent un petit peu de la communauté et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, sans comprendre que finalement ils sont intrinsèquement liés à cette communauté et que se battre pour la communauté, c'est aussi se battre pour soi. Mais il y a une forme de déficit de conscience à ce sujet pour ces gens-là. Et puis dans les autres ressorts humains qui sont en notre défaveur, et pour celui-ci, j'aurais peut-être presque plus de compréhension. Je serais peut-être un peu plus indulgent. Il y a la bêtise, mais qui est liée à vraiment une difficulté pour certains êtres humains, pour une partie d'entre nous, à pouvoir approfondir, intellectualiser des phénomènes et des idées. C'est trop compliqué. Et je me souviens d'une discussion qui m'avait beaucoup aidé à comprendre ce ressort-là, avec une personne qui en réalité faisait preuve d'énormément d'intelligence par son humilité, mais aussi par la compréhension d'elle-même, et qui me disait, moi tu vois, je suis bête.
quand tu expliques un sujet et que tu es capable d'y passer ne serait-ce que 15 minutes à essayer de donner les tenants et les aboutissants et diverger sur différents points pour bien me faire comprendre le truc, en fait moi au bout d'une minute je lâche complètement prise. Elle me disait en fait, moi ma bêtise elle tient de ma mémoire, parce que j'ai une mémoire à très court terme. Toi, dès que tu parles, si ça dure plus d'une minute, ce que tu m'expliques, j'ai déjà oublié ce que tu m'as dit au départ. Et c'est pour ça que je suis bête. J'arrive pas à connecter les éléments de ta discussion, de ton énoncé, parce qu'en fait j'oublie ce que tu m'as dit au départ. Et finalement, on peut dire que cette fille-là, elle était très intelligente. Elle avait beaucoup réfléchi à elle-même et elle avait une véritable humilité parce que elle ne prétendait pas dire qu'elle était engagée. Enfin, elle avait une forme d'engagement, mais elle savait qu'elle savait ses limites. Elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui était pourri dans le système. Mais voilà, elle ne pourrait pas suivre une conférence. C'était trop compliqué pour elle. Et donc en m'expliquant cela, elle m'a expliqué finalement un ressort de cette forme de bêtise. Là où ça devient triste, c'est quand des gens qui se savent pas très futés, pas très câblés, pas capables de mémoriser le début d'une discussion, d'un discours, d'un écrit, et faire les connexions avec le milieu et la fin, plutôt que de verser dans une idéologie sur laquelle de toute façon ils sont incapables d'en comprendre les tenants et les aboutissants. Ils devraient être plus humbles et ils devraient plutôt refuser de s'ancrer dans une quelconque idéologie. Si vraiment ils sont intéressés par la politique, se forcer à s'éduquer, à lire, parce que je crois qu'il n'y a que la lecture qui finalement nous oblige à faire ce travail psychique, mémoriel, au sens vraiment de mémoriser quelque chose. Il n'y a que ça. Et il faut peut-être du temps, il faut entraîner son cerveau, mais vaut mieux éviter de s'ancrer dans une idéologie et la défendre bec et ongle, et puis être capable de dire à quelqu'un t'es un gros con parce que tu n'es pas dans mon idéologie, alors que le gros con en question est quelqu'un qui peut être beaucoup plus cultivé, beaucoup plus instruit, et qu'il ait tort ou qu'il ait raison dans son idéologie, il est au moins capable de disserter réellement là-dessus. J'ai rencontré beaucoup de gens comme ça qui malheureusement percevaient bien une forme de bêtise, et eux-mêmes souvent dans un quelconque moment d'humilité parce qu'ils étaient un peu bourrés, arrivaient à reconnaître qu'ils avaient certaines limites psychiques qui les empêchaient de tout comprendre, mais qui pourtant étaient capables de dire t'es un connard d'extrême droite, etc., sans même avoir compris quelle était leur idéologie. Je veux dire, s'ils se disent de gauche ou qui se disent communistes, antifa, etc., mais qui ne comprennent même pas les tenants et les aboutissants de leur idéologie, il y a quand même un problème. Il vaut mieux faire preuve d'humilité dans ces cas-là. Et puis on a un autre sort détestable, c'est celui de ceux qui veulent être dans le camp des winners, ceux qui veulent faire partie des gagnants, ceux qui veulent absolument, par défaitisme d'une certaine façon et par volonté toujours de rester dans l'ignorance, parce que quelque part ces gens-là, en général, quand on discute avec eux, pareil, il y a une forme de bêtise clairement affichée. C'est pas des gens instruits, mais ils défendent le système, ils défendent les gagnants. Alors on pourrait mettre deux catégories dans cela. Il y a la petite bourgeoisie, et je dis pas que tous les gens qui sont issus, enfin qui ont une espèce d'aisance matérielle, des grands diplômes, etc., sont nécessairement inscrits là-dedans. Heureusement, il y a de tout dans l'humanité. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, sous prétexte d'avoir fait des hautes études, d'avoir bien réussi dans la vie, en deviennent haineux du peuple
haineux des gueux d'une certaine façon. Ils ont l'impression de faire partie des gagnants et effectivement ils ne sont pas tellement affectés par les décisions politiques qui touchent au plus près les gueux. Ils n'en sont pas affectés. Alors ils peuvent se permettre de dire les gueux sont complètement cons, ils ont tort, ils sont complotistes. Nous on a fait des grandes études de médecine, d'avocat, de ceci, de cela, des sciences sociales. On a un bon niveau de vie et on se permet de juger les gueux qui râlent, qui sont pas contents, alors que finalement tout va bien avec Macron, avec Hollande, avec Sarkozy et les autres. Tout va bien, on n'a pas été affecté, tout va très bien, ce système est merveilleux. Il ne nous empêche absolument pas d'évoluer. Tout le monde peut faire des études et aller au plus loin. Mais personne ne veut se rendre compte dans ces gens-là que en fait on ne part pas tous du même pied. Non seulement parce qu'il est vrai que lorsqu'on est bien né, qu'on est né dans une famille qui peut se permettre d'assurer un train de vie, une éducation, ce sera facilitateur, mais au-delà de ça, comme je vous le disais, tout le monde n'est pas câblé pour faire des hautes études. On peut avoir des accidents de vie qui fait que de toute façon, grandes études ou pas, on va pas réussir ce qu'on pourrait espérer. Donc ces gens-là n'ont pas d'empathie et ils ont une certaine méchanceté réelle. Ils ont une haine du peuple. Puis on a les sous-fifres aussi. On a des gens qui réellement sont même pas des gens qui ont réussi dans la vie, mais qui ont de la bêtise méchante, qui ont de la haine en eux, qui ont une vraie méchanceté. Alors c'est vrai que quand on voit tout ça, et là je pense que j'ai pas dressé tout l'éventail de la bêtise humaine, quelque part on peut se dire mais à quoi bon se bagarrer, parce que finalement la majeure partie du peuple est apathique, ne veut pas se bouger. Nous avons même une dissidence qui quelque part on pourrait se dire c'est le grand espoir de notre pays, de la France, de l'Europe, du monde. Il y a des dissidences politiques partout, des gens plus éveillés qui sont enclins à défendre la cause du peuple. Mais en réalité, si vous constatez la réalité de cette dissidence, c'est une dissidence qui jacasse. C'est pas une minorité agissante. C'est une vaste minorité qui parle beaucoup, mais qui ne fait rien, qui n'agit pas. Et d'ailleurs c'est assez amusant parce que j'ai lu quelques ouvrages sur le temps de la guerre 39-45 et la résistance. Et en fait on se rendait compte que une bonne partie des cercles dits résistants étaient en fait des cercles politiques qui jacassaient plus qu'ils n'étaient réellement actifs, qui faisaient de la politique, qui dissertaient, mais qui n'étaient pas réellement actifs. Et on le retrouve encore aujourd'hui. Réellement aujourd'hui, entre ceux qui agissent réellement sur le terrain et qui prennent du temps avec leur sur leur vie propre, qui s'infligent des désillusions, des difficultés en termes d'argent, à devoir mobiliser du temps, enfin voilà, faut bien se rendre compte. Quelque part, cette souffrance qu'ils acceptent de prendre pour eux, ils rêveraient en fait que toute la dissidence qui jacasse se soulève elle aussi et vienne les aider, parce qu'on irait beaucoup plus vite, on irait 1000 fois plus vite. D'autant que théoriquement, il n'y a rien qui nous empêche de faire une révolution et de la réussir. Je dirais que ce sera quand même de plus en plus difficile au fil des années, parce que vous constatez bien qu'il y a une volonté des puissants d'étendre leur contrôle sur les masses, et particulièrement sur
les gens les plus remuants, les plus contestataires, à la fois par les technologies de flicage de la population et puis par le contrôle des réseaux sociaux, car ils ont bien compris que Internet était l'outil dont se servent les dissidents, les résistants de tout poil, pour pouvoir s'échanger des informations qu'ils ne trouveront pas dans les grands médias. Ou même pour s'organiser, pour se réunir. Donc il faut avoir un contrôle là-dessus. Et les technologies les aident bien. Et nous, tant qu'on est à se poser la question de savoir s'il faut agir ou non, est-ce que ce serait pas mieux de continuer à jacasser sur les réseaux sociaux en croyant que du fait qu'on ait expliqué quelque chose, qu'on ait partagé une information, on va permettre au peuple de se soulever? Non, c'est pas ça la réalité. En fait, on est déjà des millions à être globalement bien informés. Moi, j'estime qu'on est 3-4 millions de Français à minima, et je dis bien à minima, à être globalement bien informés. Très bien informés. Chacun avec son niveau d'éducation. Mais c'est suffisant. C'est largement suffisant pour faire une révolution. Si tous ces gens, au lieu de jacasser sur les réseaux sociaux, eh ben, donnaient un petit peu de leur temps pour aider ceux qui agissent, mais qui agissent pas, parce qu'il y a agir et agir. Il y a ceux qui disent, moi je vais acheter mon petit bout de terre, je vais faire de la permaculture, ou je vais faire un truc un peu communautaire, et puis je prétends que ça c'est agir contre le système. Je me mets en dehors du système et je crois agir contre le système. C'est pas vrai. Le système, il en a rien à foutre de ce genre de truc là. C'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. La réalité, c'est que pour enrayer le système, pour le détruire, le démolir, bah, il faut tout simplement le renverser. Donc il faut l'attaquer de front. Alors je sais que ça fait peur à certains, mais en fait c'est la seule solution. Et des révolutions, on en a déjà eu, pas qu'en France, et elles ont toutes les mêmes ressorts. Il faut attaquer la tyrannie de front, il faut d'abord attaquer sa légitimité, être bien clair sur les raisons qui font que c'est pas seulement des politiciens pourris ou avec lesquels on n'est pas d'accord, ce sont vraiment des gens qui commettent des crimes contre l'État, contre le peuple. C'est pas que des corrompus, c'est qu'ils portent atteinte au peuple, ce sont des traîtres. Et on peut le qualifier sur le plan pénal avec des lois. Là, on peut faire la démonstration que ce sont des tyrans. Et puis, il faut s'organiser. Là où les réseaux sociaux pourraient aider, et puis où ceux qui aiment tant jacasser pourraient réellement aider dans leur jacasserie, eh ben, ce serait de former un gouvernement de l'ombre, un gouvernement provisoire, un gouvernement prêt à l'emploi, parce que si c'est prêt, si on en a déjà un de prêt, en fait au moment où on pourra renverser celui que l'on conteste, il n'y aura pas un vide derrière, il y aura déjà une élite pour le remplacer. Alors je sais bien, certains vont me dire oui mais tu peux mettre n'importe qui au pouvoir, même le plus gentil, le meilleur, le plus sympa, le plus porté sur la cause du peuple, dès lors qu'il approchera le pouvoir, il viendra comme les autres complètement corrompu. Moi je crois pas en ça. Je crois pas en ça et souvent je pose la question et je vous la pose à vous, hein, réfléchissez bien. Si vous estimez faire partie de ces gens, soit dans ceux qui jacassent, soit comme dans ceux qui travaillent activement, qui militent réellement, pourquoi vous faites ça? Est-ce que si demain vous êtes propulsé président de la République, vous allez vous retourner contre ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous êtes corruptible à ce point? Je dis pas que vous n'êtes pas que vous n'êtes pas sensible à différentes formes de chantage. Je veux dire, si on braque un flingue sur votre femme, votre fille, votre mère, il est probable que vos idéaux, vous allez les renier parce que tout simplement vous avez envie de sauver les vôtres.
c'est humain. Mais si on vous donne une énorme mallette, on vous dit t'avanceras dans la carrière, ou je ne sais pas, enfin des avantages, si on vous promet des avantages quelconques, divers et variés, est-ce que vous allez vous renier? Est-ce que vous allez réellement vous renier alors que vous êtes en capacité de pouvoir changer les choses? Même des coups de pression, je veux dire, des coups de pression qui ne soient pas létaux, où on ne va pas mettre en péril votre famille, vos proches, mais où on va vous menacer, où on va dire écoute, on va sortir dans la presse publique le dernier film de cul que tu as maté sur internet, ou je sais pas, t'as trompé ta femme il y a 10 ans, bah tiens, on va te sortir parce que les gens les plus malveillants qui sont au pouvoir aiment bien travailler avec ça, aiment bien essayer de sortir des petits dossiers compromettants qui sont souvent en dessous de la ceinture parce que ça relève de l'intime, et bah ça peut mettre mal à l'aise finalement pas mal d'êtres humains, parce que Jésus disait bien que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Et quelque part c'est vrai. Nous ne sommes pas... Il n'y a personne de parfait, moi le premier. Je veux dire, on a tous pas forcément quelque chose à se reprocher dans nos traits de vie, mais dans notre ligne de vie, il y a forcément des choses qui sont plus ou moins bien au sens de la morale, et des choses que l'on veut garder dans notre jardin secret. Et si c'est exposé, c'est pas très agréable, mais moi je pense que honnêtement, voilà, je veux dire, on pourrait déterrer des choses assez sordides sur mon compte, que j'y résisterais. Je me dirais, je m'en fous, vous m'achèterez pas tant que mes proches ne sont pas en danger. Si c'est moi qui ai mis en danger d'une certaine façon sur le plan matériel, je veux dire, bon, ça fait tellement d'années que j'ai été pauvre que je veux dire, il n'y a pas de... Je m'en fous un peu, c'est pas ça qui va vraiment jouer. Mais si le but du jeu c'est de me discréditer auprès de l'opinion publique, après que j'ai pu accéder à comment dire, une fonction qui me permette de changer les choses au profit du peuple, et pour ça il faille me casser d'une façon ou d'une autre, et en jouant sur ma vie intime, je crois que je résisterais. Je résisterais parce que je me dirais finalement je m'en fous. C'est ma petite personne qui est mise en danger, mais qui quelque part attaquée dans des choses qui sont pas agréables. Mais finalement, qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est ma petite personne, ou est-ce que c'est le bien du peuple? Je suis en capacité de faire le bien, on m'en a donné le pouvoir d'une façon ou d'une autre, et soudain j'arrêterai tout pour une histoire de fesses ou quelque chose comme ça. Si vous y réfléchissez bien pour vous-même, parce que c'est important, face à ceux qui disent qu'on est toujours corruptible. Si vous y réfléchissez bien, et que vous avez eu le sentiment d'avoir toujours œuvré d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, pour faire le bien, sans que vous compreniez vraiment, que vous dites c'est pas par rapport à moi-même, c'est pas une volonté d'exister fort ou de paraître quelqu'un de bien, c'est pas pour ça, c'est parce que je perçois l'injustice, je suis en colère, et je veux émanciper ma communauté, mon peuple, je veux aider. Si ça fait des années que vous êtes comme ça, et que c'est quelque chose de très profond en vous, et que vous avez eu le temps de méditer, de vérifier que c'est pas une forme d'ego mal placé, de narcissisme quelconque, de volonté d'exister à travers ça, mais que c'est beaucoup plus profond. Je sais pas, vous avez peut-être été un justicier aussi dans une vie antérieure, et vous avez envie de réparer des injustices dans cette vie-là. Je sais pas, il n'y a pas de... Chacun y mettra la croyance qu'il veut, mais si vous n'avez pas d'explication à ce que vous êtes, et que vous savez
que vous avez envie d'œuvrer pour le peuple, à quel point vous êtes corruptible, à quel point vous l'êtes vraiment. Vous pensez que c'est l'argent qui va vous corrompre? Vous pensez vraiment? Est-ce que c'est encore plus de pouvoir alors que vous en avez déjà forcément acquis, puisque si on vous positionne à une place qui vous permet d'œuvrer pour le bien commun, c'est que vous avez gagné un pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité de faire. Hein. Le pouvoir, c'est pas le gouvernement. Le pouvoir, c'est pas quelque chose, comment dire, de réellement concret, d'incarné. N'importe qui peut avoir du pouvoir. Et on en a tous un, d'une façon ou d'une autre, en fonction de nos capacités. Le pouvoir, j'insiste, c'est une capacité de faire. C'est pas bien ou pas bien, c'est pas gentil ou méchant, c'est juste une capacité de faire. Et si vous avez déjà du pouvoir, avec quoi on peut vous corrompre? Cherchez vos limites à l'intérieur et vous verrez que finalement le discours de certains qui disent eh ben même le plus gentil, le plus serviable à la cause du peuple, s'il avait du pouvoir, il deviendrait forcément un vilain corrompu, un salaud. Moi, ça me paraît intellectuellement limité comme pensée. Ça me paraît très réducteur pour l'humanité. Et il y a des gens comme ça, et même que j'estime, qui ont cette pensée. Mais je pense que quelque part, c'est faire fi de nos forces mentales individuelles. On n'est pas tous câblés pareil. Il y a des gens qui œuvrent pour le mal, qui sont déterminés, qui sont réellement méchants et qui souvent, du fait qu'ils soient déterminés et qu'ils soient, comment dire, en relation avec des gens qui sont eux-mêmes très puissants et malveillants, y arrivent. Puis on a beaucoup de gens qui œuvrent pour le bien aussi, peut-être même beaucoup plus nombreux, mais avec beaucoup moins de capacité. De capacité en termes d'influence, d'argent, etc. Et c'est beaucoup plus difficile pour eux de faire advenir la cause qu'ils défendent par rapport à leur antithèse, qui sont déjà des gens de pouvoir en général, qui ont déjà le pouvoir. Donc c'est pas parce que des gens bien accéderaient au pouvoir qu'ils seraient nécessairement pourris par ces nouveaux pouvoirs. Je suis pas sûr, je crois pas. Par contre, leur rejeton, oui, si jamais il y a des lignées, et puis il y a peut-être des formes de paresse qui s'instituent, ou le sentiment pour certains que on deviendrait indispensable après quelques années de pouvoir. C'est pas facile. Par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, je pense, honnêtement, qu'en Russie, Poutine est sans doute un personnage historique, déjà historique pour la Russie, dans le sens où si on fait la balance entre ce qu'il a fait de bien et de mal pour la Russie, là je parle du point de vue des Russes, je me mets à la place des Russes, bah c'est pas étonnant qu'il soit maintenu au pouvoir, mais quelque part je pense que de sa pensée il doit se dire, et c'est peut-être là son travers, qui d'autre que moi peut faire aussi bien? Parce qu'effectivement c'est un juriste, c'est quelqu'un de froid, tempéré, calculateur, qui est réellement patriote, qui essaye de défendre au mieux les intérêts de son pays, qui le fait bien, de façon générale, qui se bouffe pas mal de couleuvres. Je me rappelle la première crise qu'il avait traversée peu de temps après avoir été élu, enfin, été mis au pouvoir d'une certaine façon, mais bon, c'était l'affaire du Kursk qui avait coulé. Et là, il y avait quand même des enjeux terribles. D'un côté, on avait des familles qui réclamaient des nouvelles de leur mari, de leur père, de leurs enfants qui étaient morts, qui étaient noyés dans ce
ce sous-marin et pendant quelques jours il y avait peut-être la possibilité d'un sauvetage. Puis d'un autre côté il y avait des intérêts d'État très contradictoires où il y avait des secrets à maintenir, que ce soit sur la technologie en elle-même du Kursk, mais peut-être même éviter une guerre mondiale, une guerre nucléaire, parce que peut-être que finalement le Kursk ce serait pas forcément un accident, mais un accident provoqué, on va dire. Donc que faire? C'était compliqué. Il fallait qu'ils prennent une décision qui était très dure. Il fallait garder le silence pour les intérêts d'un pays tout entier. Et avec ça, il y a quelque chose d'excessivement violent, c'est de faire face à la douleur des familles qui est réelle et avec laquelle on peut être qu'en empathie. Et je pense qu'il était en empathie aussi. Mais il a préféré défendre les intérêts de son pays au détriment, certes, de la douleur des familles, même si il pouvait être en empathie. Bon, bah, c'est pour ça qu'il faut avoir quelque part la tête froide. Il faut vraiment avoir la tête froide et c'est quelque chose qui caractérise, à mon sens, Vladimir Poutine, mais c'est pas le seul chef d'État étranger qui a ce genre de disposition psychique. C'est peut-être pour ça que nos dirigeants occidentaux le détestent, parce que le mec est éduqué, le mec est un peu conservateur, certes, mais il défend réellement les intérêts de son pays, il n'est pas dans la doctrine du mondialisme, même s'il est assez amusant pour avoir discuté avec des dissidents russes à Moscou. Eux me disaient que Poutine est complètement inscrit dans l'idéologie mondialiste, ce qui me paraît un peu étonnant, mais bon, toujours est-il que du point de vue de notre regard occidental, c'est l'inverse. Il défend les intérêts économiques et militaires de son pays. C'est un patriote, et ça c'est quelque chose qui est insupportable pour nos dirigeants qui eux sont non seulement débiles au plus haut point, ils ont été sélectionnés pour leur part de dégénérescence mentale, leur servilité, leur volonté de pouvoir, mais qui n'est pas corrélée à leur volonté de servir réellement le peuple et une certaine intelligence, une certaine froideur analytique. Ils n'ont pas toutes ces dispositions-là. Alors évidemment, quand on leur fout un Xi Jinping ou un Poutine en face, on n'est pas du tout sur la même qualité humaine. Et ça les fait enrager, je pense. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, quelque part, dans l'humanité, il y a à boire et à manger. Il y a du très mauvais, il y a du très bon. Il y a aussi une bonne part de gens qui ne sont pas méchants, qui ne sont pas malveillants, mais qui sont désintéressés. Et c'est quand même la plus grosse part. Et c'est pas simple du coup de pouvoir ériger l'humanité à un niveau, comment dire, de la mettre à un niveau stratosphérique, c'est-à-dire qu'on peut aimer l'humain, on peut considérer que l'humain est capable du plus beau, du plus grand, on peut se dire l'intelligence humaine peut transcender les difficultés, on en est capable. Il suffit simplement de gens au pouvoir qui ont une volonté d'élever le niveau d'éducation, d'avoir une forme de spiritualité, d'élever le peuple, d'élever de toutes les façons possibles, mais de l'élever. Et on peut se dire qu'à travers ça, même la masse, celle qui paraissait si apathique, si désintéressée, en une ou deux générations,
peut devenir beaucoup plus éduquée, beaucoup plus puissante, beaucoup plus capable et beaucoup plus intéressée à la cause commune. Voilà, on pourrait se dire, voilà, on n'arrive peut-être pas à l'être humain idéal, l'humanité idéale, mais on cherche à s'en approcher. Et c'est possible. Mais la réalité objective, c'est que même sans avoir, comment dire, un système éducatif, médiatique, politique, qui vise à élever l'être humain, individuellement, on est tous capables de s'élever, si on le souhaite. Et pourtant, c'est pas ce qui se passe. On est une minorité à se poser des questions. Alors certes, ce sont des prédispositions psychiques qui sont propres aux individus, mais il faut être honnête. Il faut admettre que la majorité des individus n'ont pas ces prédispositions naturelles et qui sont plus proches de bêtes domestiquées, d'un troupeau de bœufs. C'est un peu violent, un peu dur ce que je dis, mais c'est exactement le cas. De gens qui sont prêts à subir, à aller à l'abattoir, parce qu'ils ne veulent pas être conscients, ils se refusent à toute élévation individuelle, intellectuelle, et ils acceptent leur sort. Et ils acceptent totalement leur sort. Si demain on les envoie à la guerre, ils accepteront. Si demain on leur dit on va vous euthanasier à 65 ans, parce que c'est comme ça et vous n'avez pas le choix, ils l'accepteront. Ils se révolteront pas. Parce qu'ils sont dans une forme de somnambulisme, de comportement de troupeau. Et ça, c'est quelque chose qui, moi personnellement, qui vraiment me fait mal, en fait. Je dois l'admettre, parce que j'ai tellement ce désir de regarder l'humanité comme quelque chose de beau, de grand, comment dire, j'ai envie de croire en l'être humain et en sa grandeur et l'élever au plus haut. Mais ce serait que de l'idéologie si je restais dans ce paradigme. Parce que la réalité, elle est différente. Alors à quoi bon se battre? À quoi bon se battre si la majorité reste apathique? Et à quoi bon se battre si la majorité de la minorité qui est elle-même éduquée refuse elle-même le combat, préfère discutailler, préfère se donner le sentiment d'être dans une respectable dissidence intellectuelle parce que elle est mieux informée que les autres. C'est vrai, maintenant, quand on se fait insulter de complotiste, quelque part, c'est une distinction pour nous. Parce que ça veut dire qu'on fait partie de ces gens qui, finalement, pouvons anticiper l'avenir simplement parce qu'on est mieux informé. Et si on est mieux informé, quelque part, on peut s'arrêter là et dire les autres c'est tous des cons et moi je suis plus intelligent. Je fais partie de l'élite. J'ai pas besoin d'en faire plus. Alors voilà, moi je suis pas en paix en fait avec ça, parce que je peux pas m'empêcher moi de continuer à me battre. Alors je réduis la voilure évidemment, parce qu'il y a un moment aussi il faut penser à soi et pas se laisser détruire par son propre combat, ce qui a été quand même en fait une part de ma vie en réalité. J'ai laissé presque 15 années de ma vie à m'auto-détruire dans ce combat-là, parce que je faisais plus attention à moi. Et c'est important de se ménager, de se préserver, de savoir souffler ou même s'arrêter de temps à autre et considérer qu'on n'est pas justement indispensable et que d'autres peuvent prendre la relève. Mais
la réalité, c'est qu'on a besoin de monde et qu'on a besoin que toute la dissidence se soulève. Et que si même la dissidence, quelque part, souffre d'une part de la bêtise humaine, qu'elle a une forme de paresse dans laquelle elle se complaît, une forme de narcissisme, une absence de volonté d'agir, la peur aussi, hein. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont peur d'agir parce qu'ils imaginent à chaque fois des choses terribles, alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller se confronter à des flics en tenue de Robocop pour agir. C'est pas aussi trivial que ça. Et donc ces gens qui ont peur souvent sont pas forcément bien informés de la réalité de l'action révolutionnaire, qui est quand même très étendue et diversifiée. Il y a des modes d'attaque, mais les modes d'attaque ne sont pas nécessairement violents ou illégaux. Mais par contre, oui, il y a une stratégie, il y a des modèles tactiques qui ont plus de sens que d'autres. Et voilà, moi je fais face à cette réalité qui me... en pleine gueule, hein, d'une certaine façon, je me la prends en pleine gueule. Parce que je suis certainement pas exceptionnel comme être humain, mais je constate quand même bien que par-delà la masse qui est apathique, par-delà une minorité bête et méchante, il reste une minorité agissante, du moins dissidente, sur laquelle je pourrais espérer compter, mais en fait non. La minorité agissante n'est qu'une fraction infinitésimale de cette minorité, de cette dissidence éduquée. Parce qu'il y a de la paresse, parce qu'il y a de la bêtise. Et du coup, je me demande si ça vaut le coup des fois. Tous les jours, je dois trouver des ressorts intimes pour dire il faut garder le cap. Et puis il y en a plein, des comme moi, comme ça, qui se posent certainement les mêmes questions et cherchent en eux-mêmes des ressorts intimes pour maintenir le feu ardent, en sachant que c'est compliqué et que eux aussi ils croient en l'humain. Ils pensent qu'on peut s'élever, ils pensent que l'humain est beau, que l'humain a une grandeur et a une puissance incommensurable, mais qu'elle est gâchée en permanence et que c'est en fait on doit jongler avec ça, on doit accepter que ce sera toujours compliqué. Voilà, je voulais vous partager un petit peu cette réflexion sur l'humain, à la fois ce qui le grandit et à la fois ce qui l'avilit, et quel impact ça a sur le fait que les plus malveillants d'entre nous, ceux qui ont déjà beaucoup de pouvoir et qui œuvrent contre le bien commun, finalement se maintiennent au pouvoir du fait de la paresse et de la bêtise d'une partie d'entre nous. Je vous souhaite bonne route à tous et à bientôt.